Il y a des personnes qui ne réalisent la valeur de ce qu'elles avaient que lorsque l'absence crie, lorsque le silence devient lourd, lorsque ce n'est plus possible de t'avoir là, disponible, accessible, facile. Et c'est précisément à ce moment que quelque chose change. Elles ne supportent pas le vide que tu as laissé, et elles reviennent, accablées, désespérées, sans même comprendre pourquoi. As-tu remarqué que parfois, plus tu donnes de toi-même, plus tu sembles être ignoré? Pourtant, le jour où tu cesses de courir après quelqu'un, quelque chose se passe. Ce n'est pas un hasard, c'est un comportement humain et le stoïcisme l'explique parfaitement. Il te montre pourquoi cela se produit et comment l'utiliser à ton avantage, sans jeu, sans manipulation, juste avec ta présence et ta vérité. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton retrait peut avoir un effet bien plus puissant que n'importe quelle parole, message ou demande. Et tu découvriras comment agir dès maintenant pour qu'il te regrette, au point de revenir vers toi comme jamais auparavant. Écris en commentaire « Mon silence a du pouvoir ». Cela va ancrer en toi une force intérieure que l'autre ne percevra que lorsqu'il sera trop tard. Le pouvoir de l'absence. As-tu déjà remarqué à quel point ce qui n'est pas à portée de main paraît toujours plus précieux? C'est une vérité presque universelle. Dans les relations, lorsque tu es toujours présent, toujours disponible, toujours en train de répondre immédiatement, ta présence devient banale, attendue et souvent moins valorisée. Les stoïciens avaient déjà compris cela depuis des siècles, bien avant les psychologues modernes. Quand tu crées un espace d'absence, quelque chose de fascinant se produit dans l'esprit de l'autre. Le vide que tu laisses n'est pas seulement physique, il est émotionnel. C'est un espace où son imagination commence à s'activer, où ses pensées à ton sujet prennent de plus en plus de place. Ton absence devient alors une présence plus forte que ta présence physique. Pense à la lumière. Ce n'est que dans l'obscurité qu'on réalise à quel point elle était précieuse. Le stoïcisme nous enseigne cela. On valorise davantage ce qu'on ne possède pas tout le temps. Les anciens parlaient d'appréciation par contraste. Ce n'est qu'en expérimentant l'absence qu'on comprend la véritable valeur de ce qu'on avait. Quand tu t'éloignes, tu ne joues pas un jeu. Tu laisses simplement la nature humaine suivre son cours. Tu crées le contraste nécessaire pour que ton importance soit perçue dans toute sa vérité. Et tu actives chez l'autre l'une des plus puissantes forces de la psychologie humaine, la peur de la perte. Ce n'est pas quelque chose que tu inventes. Ce sentiment existe déjà en chacun de nous. Il fait partie de notre cerveau, programmé ainsi depuis des millénaires. Lorsqu'une chose précieuse semble s'éloigner, notre instinct est de la récupérer, souvent avec une intensité insoupçonnée. Mais ce n'est pas tout. Ton absence a un autre effet puissant. Elle efface les distractions. Quand tu es toujours là, l'autre peut se focaliser sur tes défauts, tes petites manies. Mais quand tu prends du recul, tous ces détails s'estompent. Ce qui reste, ce sont tes qualités, les souvenirs précieux, les moments positifs. C'est comme contempler une peinture. Trop près, on ne voit que des taches. À distance, on admire l'œuvre entière. Ton absence permet à l'autre de revoir l'ensemble de qui tu es. Beaucoup pensent qu'il faut être toujours présent pour être inoubliable. Mais la vérité stoïcienne, c'est l'inverse. Pour être vraiment apprécié, il faut parfois disparaître un instant. Avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. C'est pour cela que tant de relations reprennent vie après une séparation, car l'absence te permet aussi de te retrouver toi-même. Quand tu es toujours tourné vers l'autre, tu perds parfois le contact avec ton propre centre. Les stoïciens disaient que la paix vient de l'intérieur, jamais de l'extérieur. En créant cet espace, tu actives son désir et tu récupères ta force. Et ce retrait n'a pas besoin d'être dramatique ou long. Il peut s'agir simplement de ne pas répondre tout de suite, de prendre du temps pour toi, d'établir des limites claires. Ce qui compte, c'est que ce soit vrai et que ça vienne d'un lieu de respect de toi-même, pas de manipulation. Quand l'autre réalise que tu ne gravites plus autour de lui, tout change.
Le vide que tu laisses devient une force gravitationnelle. Il sera attiré de nouveau vers toi. Mais cette fois, plus conscient, plus attentionné, plus décidé à ne pas perdre ce qu'il sait maintenant être trop précieux. Distance et valeur. La distance ne crée pas que la nostalgie, elle crée de la valeur. C'est un principe profond du stoïcisme. Ce qui est rare est précieux. Pense à l'or, au diamant. Leur rareté fait leur prix. Il en va de même pour toi. Moins tu es accessible, plus ta valeur perçue augmente. Ce n'est pas un jeu, c'est juste la nature humaine. Et les stoïciens enseignaient « travailler avec la nature, pas contre elle ». L'humain valorise davantage ce qui n'est pas à portée immédiate. Si tu as été toujours disponible, toujours prêt à t'adapter, tu as installé une dynamique où ta présence est considérée comme un droit, non comme un privilège. Changer cela, ce n'est pas mentir, c'est restaurer un équilibre sain. La distance crée aussi de l'espace pour réfléchir. Pendant que tu vis ta vie, lui a du temps pour penser, vraiment penser. Sans tes messages, sans ta présence rassurante, il a le silence nécessaire pour se demander ce qu'il est en train de perdre. Comme le disait Sénèque, il est difficile d'évaluer ce que l'on a devant les yeux. La distance clarifie le jugement. Elle brise aussi un autre piège, la répétition. Même ce qui est merveilleux devient banal quand on y est exposé tout le temps. C'est ce que les chercheurs appellent l'adaptation hédonique. Notre tendance à nous habituer à ce qui nous fait plaisir. C'est pour cela que le premier message, le premier rendez-vous, le premier baiser sont si magiques, c'est nouveau, c'est rare. En créant de la distance, tu brises ce cycle, tu redeviens unique, précieux, inattendu, et tu réveilles chez lui un sentiment d'urgence qu'il n'avait peut-être jamais connu. Et il y a le contraste. Pendant ton absence, il va côtoyer d'autres personnes. Mais ce n'est qu'en te comparant aux autres qu'il réalisera ce qui te rend unique. Ton rire, ton écoute, ta manière de voir le monde, rien de cela ne peut être remplacé. C'est en essayant de combler ton vide qu'il en ressentira l'immensité. Enfin, les stoïciens comprenaient que la vraie connexion ne vient pas de la dépendance, mais du libre choix. Quand tu es toujours là, il n'a pas à te choisir. Tu es là, par défaut. Mais quand tu prends de la distance, il faut faire un choix conscient. Et ce type de choix est toujours plus puissant, plus significatif, plus durable. Cette distance te donne aussi, à toi, une perspective précieuse. Tu peux évaluer la relation plus clairement, voir les schémas que tu ne remarquais pas, prises dans la routine quotidienne. Et c'est précisément ce que les stoïciens appelaient le détachement lucide. Observer avec recul, libérer des émotions du moment. Il est frappant de constater combien de personnes ne prennent conscience des problèmes dans leurs relations qu'après avoir mis de la distance. Ce n'est pas seulement sa perception de toi qui change, c'est aussi ta propre vision de lui qui évolue. Et cette nouvelle perspective est inestimable pour construire des relations vraiment solides. La distance a un autre effet puissant, elle ravive le désir. Le désir se nourrit de l'espace, du manque, de l'écart entre avoir et ne pas avoir. Lorsqu'on est constamment présent, il n'y a pas de place pour que le désir grandisse. Mais lorsque tu prends du recul, même temporairement, tu crées l'environnement parfait pour que ce désir renaisse. Au fond, la distance ne sert pas seulement à ce qu'il revienne en courant. Elle permet surtout de rétablir une vérité essentielle, peut-être oubliée. Ta présence dans sa vie est un privilège, pas un dû. Et comme tout véritable cadeau, elle mérite d'être accueillie avec respect, soin et gratitude. Le stoïcisme nous enseigne une vérité puissante. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais nous avons un contrôle absolu sur nos réactions. Dans le domaine des relations, cette idée a une portée profondément transformatrice. L'autodiscipline intérieure ne consiste pas uniquement à maîtriser ses émotions. Elle signifie aussi posséder pleinement sa propre valeur, indépendamment des validations extérieures. Souvent, quand on tombe amoureux, on remet le contrôle de notre bonheur entre les mains de l'autre. Chaque message ignoré devient une montagne russe émotionnelle. Chaque prise de distance de l'autre peut nous plonger dans le désespoir. Les stoïciens appelleraient cela vivre à la merci de forces extérieures, une recette inévitable pour souffrir constamment.
Le véritable autodomaine commence lorsque tu comprends que ta valeur ne diminue pas simplement parce que quelqu'un d'autre ne la reconnaît pas. Elle est constante, inébranlable. Et lorsque tu développes cette certitude intérieure, quelque chose de magique se produit. Tu n'as plus besoin désespérément de son attention. Et paradoxalement, c'est précisément à ce moment-là qu'elle commence à venir vers toi. Pense à toutes les relations que tu as observées. Qui a le plus de pouvoir? Celui qui est désespéré d'avoir de l'attention ou celui qui reste calme et équilibré? La réponse est évidente. L'autodiscipline crée une aura de sécurité naturellement attirante. Lorsque tu ne réagis pas à chaque petite variation de son comportement, tu dégages une force magnétique. Les anciens stoïciens pratiquaient des exercices quotidiens pour renforcer cette maîtrise de soi. Ils visualisaient des situations difficiles avant qu'elles ne surviennent, afin de préparer leur esprit à réagir avec sérénité. Tu peux faire la même chose. Imagine-toi recevant un message froid ou une réponse tardive. Quelle serait la réaction de ta version la plus forte? Pas de panique, mais du calme et de la confiance en ta propre valeur. Ce contrôle intérieur se manifeste aussi dans la capacité à dire non. Quand tu es toujours disponible, quand tu dis toujours oui, quand tu ajustes ton emploi du temps à lui, tu envoies un message silencieux. Mon temps vaut moins que le tien. L'autodiscipline t'aide à poser des limites saines, et ces limites, loin de repousser, instaurent le respect. Une femme qui possède cette maîtrise n'a pas besoin de jeu ou de stratégie pour susciter l'intérêt. Sa stabilité émotionnelle est son atout majeur. Elle n'a pas peur du silence, ni de la distance, ni de dire la vérité. Et cette absence de peur crée une présence profondément marquante. L'autodiscipline te protège aussi des montagnes russes émotionnelles qui épuisent tant d'énergie. Quand tu ne réagis pas à chaque signal de l'autre, tu conserves ton énergie. Tu deviens plus centré, plus présente, plus lucide dans tes décisions. Plutôt que de passer des heures à analyser pourquoi il n'a pas répondu, tu consacres ce temps à construire ta vie. Et cela, encore une fois, ne fait qu'augmenter ta valeur à ses yeux. Les stoïciens disaient aussi que nos attentes façonnent notre expérience. Si tu t'attends à ce qu'il soit toujours disponible, toujours attentif, tu t'exposes à la déception. L'autodiscipline permet d'ajuster ses attentes. Tu ne vois plus son attention comme un droit acquis, mais comme un cadeau à mériter mutuellement. Ce changement de regard est libérateur. Tu ne mendis plus chaque miette d'attention. Tu observes calmement. Cette personne m'apporte-t-elle ce que je mérite? Et cette posture équilibrée, paradoxalement, le pousse à faire plus d'efforts pour prouver sa valeur. L'autodiscipline crée aussi de l'espace pour le mystère. Quand tu ne révèles pas tous tes états d'âme, tous tes ressentis, toutes tes pensées, tu conserves une aura intrigante. Il ne sait jamais exactement à quoi s'attendre. Et cela garde le désir vivant, l'intérêt éveillé. En résumé, la maîtrise de soi n'est pas seulement un principe stoïcien pour atteindre la paix intérieure. C'est aussi une des forces les plus irrésistiblement attirantes que tu puisses développer. Quand tu maîtrises tes émotions, que ton bonheur ne dépend pas de ses actions, que tu conserves ta dignité face à l'indifférence, tu deviens une force gravitationnelle qui finit toujours par le ramener vers toi. Il existe cependant une différence essentielle entre faire semblant de ne pas s'attacher et atteindre une véritable liberté émotionnelle. Les stoïciens ne prônent pas l'indifférence simulée. Ils cherchaient une paix profonde, née de la compréhension claire de ce que l'on peut ou non contrôler. Et cette vraie liberté intérieure a un pouvoir de transformation immense dans les relations. Lorsque tu dépends émotionnellement de quelqu'un pour te sentir complète, tu crées une dynamique déséquilibrée. Ta paix intérieure dépend alors des actes, des mots, des décisions de l'autre. Les stoïciens appelaient cela « remettre les commandes de ta paix intérieure à des forces extérieures ». Pour eux, c'était la voie directe vers la souffrance. La vraie liberté émotionnelle commence par une question simple. Si cette personne ne te recontactait jamais, aurais-tu encore une vie pleine et épanouissante? Si la réponse est non, alors il s'agit d'une dépendance émotionnelle. Une dépendance qui, en plus de t'affaiblir, étouffe la relation. Ironiquement,
C'est souvent cette dépendance qui finit par faire fuir l'autre. Les relations les plus solides ne naissent pas de deux êtres incomplets qui se complètent, mais de deux personnes entières qui choisissent de partager leur vie. La liberté émotionnelle te permet de devenir cette personne entière, avec des valeurs, des passions, une vie riche et un centre de gravité qui ne dépend pas du regard extérieur. Dans le quotidien, cette liberté se manifeste de façon très concrète. Tu ne consultes plus frénétiquement ton téléphone. Tu ne renonces plus à tes projets pour attendre un signe de lui. Tu ne modifies plus ton caractère, tes goûts ou tes rêves pour correspondre à ce que tu penses qu'il attend. Au lieu de cela, tu vis ta vie avec authenticité. Tu cultives tes amitiés. Tu poursuis tes objectifs. Tu affirmes tes valeurs. Et cette vie pleine est infiniment plus attirante que n'importe quelle tentative de t'adapter à quelqu'un. Beaucoup de nos pires angoisses ne proviennent pas des événements eux-mêmes, mais de notre interprétation de ces événements. Lorsqu'il ne répond pas pendant des heures, tu peux l'interpréter comme un désintérêt, comme un signe qu'il est avec une autre personne, ou comme une preuve que tu n'es pas important. Mais tu peux aussi simplement reconnaître le fait « il n'a pas encore répondu, point ». Cette capacité à séparer les faits des interprétations dramatiques est libératrice. Elle te permet de réagir à ce qui se passe réellement, et non à ce que ton esprit anxieux invente. Cette clarté mentale, ce refus de se laisser submerger par des pensées catastrophiques, crée un calme intérieur et une assurance naturelle, profondément attirant. La liberté émotionnelle signifie aussi que tu ne vis plus dans l'attente d'un résultat précis. Tu n'es pas avec lui parce que tu as besoin que la relation fonctionne pour être heureux. Tu es avec lui parce que tu choisis de l'être, parce que cette relation ajoute de la valeur à une vie qui est déjà belle. Et c'est cette absence de désespoir, ce non-besoin oppressant, qui crée un espace où l'affection peut vraiment fleurir. Quand tu atteins cette véritable liberté émotionnelle, quelque chose d'étonnant se produit. Tu cesses de vouloir contrôler son comportement par tes réactions. Tu ne te mets plus en colère pour te faire culpabiliser. Tu ne montres plus d'insécurité pour attirer son attention. Tu ne crées plus de drame pour provoquer des réponses. Tu exprimes simplement ce que tu ressens, ce dont tu as besoin, de manière claire et posée. Et tu lui laisses la liberté de faire ses propres choix. Cette approche honnête et directe est comme une bouffée d'air frais dans un monde rempli de jeux émotionnels. Et c'est précisément cette transparence, combinée à l'absence de manipulation, qui le pousse à se sentir suffisamment en sécurité pour s'ouvrir à toi. La liberté émotionnelle te protège aussi des montagnes russes relationnelles. Lorsque tu n'es pas émotionnellement dépendant, les changements inévitables ne t'anéantissent pas. Un jour sans message ne détruit pas ta semaine. Un rendez-vous annulé ne fait pas vaciller ton estime de soi. Une période de distance ne remet pas en cause toute la relation. Tu restes stable, centré, sûr de toi. Et cette stabilité devient elle-même un refuge pour l'autre. Au fond, c'est cette authentique liberté émotionnelle qui crée l'espace pour qu'il commence à te manquer. Pas parce que tu joues un rôle ou que tu fais semblant de ne pas t'y intéresser, mais parce que tu continues réellement de vivre ta vie. Et cette vie est tellement riche, authentique et épanouie qu'il sent qu'il manque quelque chose de précieux quand il n'en fait plus partie. C'est là qu'entre en jeu la force du silence. Le silence n'est pas seulement l'absence de mots. C'est un langage puissant. Dans les relations, on apprend très tôt à valoriser la communication, les mots, les messages. Mais le stoïcisme nous enseigne que le silence détient une force que les mots ne peuvent égaler. Ce n'est pas un silence né de la colère ou du ressentiment, c'est un silence conscient, un espace que tu choisis de créer. Quand tu choisis le silence, tu actives l'une des forces psychologiques les plus puissantes, l'incertitude. Et l'esprit humain ne supporte pas l'incertitude, il cherche à la remplir. Quand tu cesses d'envoyer des messages, de téléphoner, de parler, tu crées un vide que son esprit voudrait désespérément combler. Il se demandera « Que pense-t-elle? Pourquoi s'est-elle éloignée? A-t-elle trouvé quelqu'un d'autre?
A-t-elle abandonné? Ces questions sans réponse immédiate déclenchent une intensité émotionnelle bien plus forte que n'importe quelle conversation. Comme le disait Marc Aurèle, un des grands maîtres stoïciens, la réponse la plus puissante est souvent le silence. Non pas parce qu'il blesse ou punit, mais parce qu'il permet aux vérités profondes d'émerger d'elles-mêmes, sans forcer. Le silence a une autre force, il ne peut pas être déformé. Quand tu parles, tes mots peuvent être mal interprétés, tes intentions remises en question, tes sentiments minimisés. Mais le silence, lui, est total. Il ne donne rien à manipuler. Il existe, entier et indiscutable. Souvent, quand on ne se sent pas valorisé, notre réflexe est de parler plus, d'expliquer davantage, d'essayer encore et encore d'obtenir la réponse qu'on attend. Mais les stoïciens diraient que c'est comme tenter d'éteindre un feu en y jetant de l'huile. Le silence, lui, coupe l'alimentation de ce feu. Ce silence stratégique te redonne aussi un pouvoir essentiel, celui d'être celui qu'on recherche et non celui qui recherche. C'est un basculement subtil, mais profondément transformateur. Tout à coup, ce n'est plus toi qui cours après des réponses, c'est lui qui essaie de comprendre ce qu'il s'est passé. Le silence crée aussi un contraste. Si tu as toujours été disponible, toujours présente, toujours prête à arranger les choses, alors ton silence soudain devient impossible à ignorer. Il crée un choc émotionnel qui l'oblige à reconsidérer la manière dont il te traite. Ce silence te fait aussi un immense cadeau, la clarté. Quand tu n'es plus pris dans la spirale émotionnelle des échanges, tu peux observer avec recul. Tu vois des choses que tu ne voyais pas. Tu ressens avec plus de précision ce que tu veux, ce que tu mérites. Les stoïciens valorisent profondément cette lucidité, et elle ne vient que si tu crées un espace pour réfléchir. Pour beaucoup de femmes, garder le silence est difficile. On nous a conditionnés à entretenir les relations, à être compréhensives, à expliquer ce qu'on ressent. Briser ce conditionnement et choisir le silence demande du courage. Mais les stoïciens savaient que ce sont les décisions les plus difficiles qui mènent aux plus grandes transformations. Ce silence n'est pas un jeu ni une punition, c'est un acte de soin. Tu ne te tais pas pour lui faire du mal, tu choisis ce silence pour te reconnecter à toi-même, pour savoir ce que tu veux vraiment, pour retrouver ta dignité émotionnelle. Et paradoxalement, c'est cette intention pure qui rend le silence si puissant. La vraie épreuve de ce silence, c'est quand il te recontacte. Beaucoup de femmes, après des jours ou des semaines de silence, se sentent tellement soulagées quand elles reçoivent enfin un message, qu'elles replongent aussitôt dans les anciens schémas, trop disponibles, trop anxieuses, trop explicatives. Les stoïciens nous apprennent à répondre avec calme, avec retenue, sans dévoiler toute l'agitation intérieure que tu as peut-être vécue pendant ce silence. Ce silence renforce aussi ton estime de toi. Chaque jour passé sans courir après quelqu'un qui ne t'a pas suffisamment valorisé est un jour où tu te dis « Je mérite mieux que ça. Je mérite quelqu'un qui reconnaît ma valeur sans que j'aie à mendier son attention. » Et cette conviction grandit avec chaque jour de silence maintenu. Au bout du compte, le silence crée un espace vide. Et ce vide ne peut être comblé que de deux façons. Soit il revient, soit conscient de ce qu'il a perdu. Soit il ne revient pas. Et tu réalises que tu es capable de vivre sans lui. Plus fort, plus libre, plus toi. Survivre, voire prospérer, même sans cette personne. Quoi qu'il arrive, tu gagnes. Soit tu reconstruis une relation plus saine, soit tu te libères d'un lien qui ne nourrissait plus ta croissance personnelle. L'attraction par la rareté. Il existe un principe fondamental de la psychologie humaine que les stoïciens avaient déjà compris il y a plus de 2000 ans. Nous accordons plus de valeur à ce qui est rare. Ce principe, connu aujourd'hui sous le nom de principe de rareté, influence profondément la façon dont nous percevons la valeur, y compris celle des personnes dans nos vies. Lorsque tu es constamment disponible, constamment accessible, que tu offres sans arrêt ton attention, ton temps, ton énergie émotionnelle, tu crées, sans t'en rendre compte, une impression d'abondance. Et même si l'abondance est précieuse dans certains domaines,
elle a un effet paradoxal. Plus quelque chose est abondant, moins on a tendance à le valoriser. Pense à la manière dont on traite l'eau dans les régions où elle est abondante. On laisse couler les robinets, on prend de longues douches sans y réfléchir. Mais dans les régions en sécheresse, chaque goutte est précieuse, conservée avec soin. Ce même principe s'applique aux relations humaines. Ce qui est trop facilement accessible est rarement profondément valorisé. Les stoïciens savaient que la nature humaine ne changeait pas. Seules les circonstances changent. Et l'un des traits les plus constants de notre nature, c'est notre tendance à donner plus de valeur à ce qui demande un effort pour être obtenu. Lorsque tu deviens moins disponible, non pas par jeu ou manipulation, mais en choisissant sincèrement de te prioriser, tu deviens automatiquement plus précieux aux yeux de l'autre. Ce n'est pas une stratégie artificielle, c'est simplement une façon de fonctionner en accord avec les lois naturelles de la psychologie humaine. En cessant d'être toujours présent, tu crées une rareté naturelle de ta présence. Ton attention, ton temps, ton affection ne sont plus garantis. Ce sont des ressources limitées qu'il faut mériter. La rareté intensifie aussi le désir, d'une manière que l'abondance ne pourra jamais reproduire. Les grandes passions, celles que tu as peut-être vécues ou observées, ont presque toujours été marquées par une forme d'obstacle, de distance ou d'impossibilité. Il est rare de tomber éperdument amoureux de quelqu'un qui est totalement disponible, sans aucun mystère ou défi. Le désir naît dans l'espace entre le fait d'avoir et de ne pas avoir. En rendant ta présence plus rare, tu réveilles également un puissant moteur humain, la peur de la perte. Il ne s'agit pas d'un piège émotionnel, mais d'une réaction naturelle face à la possibilité de perdre quelque chose de précieux. Les stoïciens savaient que nous ne comprenions souvent la valeur d'une chose qu'au moment où nous risquons de la perdre. La rareté interrompt aussi le cycle d'habituation. Notre cerveau s'habitue très vite aux stimulations constantes. Un parfum puissant finit par devenir imperceptible après quelques heures. Il en va de même pour les relations. Une présence constante devient la norme, et ce qui était autrefois extraordinaire devient banal. En créant des espaces, en laissant des intervalles dans ta disponibilité, tu perturbes ce processus. À chaque réapparition après une absence, l'autre te redécouvre comme s'il te vivait pour la première fois, avec toute l'intensité émotionnelle que cela implique. Cette rareté ouvre aussi la porte au manque. Cela peut sembler évident, mais on l'oublie souvent. Pour que quelqu'un ressente ton absence, il faut d'abord t'absenter. Si tu es toujours là, toujours disponible, tu rends impossible ce sentiment de manque qui pousse à la réflexion profonde sur la place que tu occupes dans sa vie. La rareté offre également un terrain fertile pour la projection et l'idéalisation. Quand tu n'es pas toujours là, avec toutes tes imperfections et habitudes parfois agaçantes, l'autre a l'espace mental pour idéaliser ta présence. Il se souvient de tes qualités, des meilleurs moments, des émotions les plus intenses que tu as su lui faire vivre. Mais attention, cette rareté ne doit jamais être forcée ou manipulatrice. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être occupé ni de jouer avec les émotions de l'autre. Il s'agit de nourrir ta propre vie, d'investir ton énergie dans tes amis, ta famille, tes passions, ta carrière, tes rêves. Ainsi, ta disponibilité devient naturellement limitée et donc précieuse. Quand tu vis une vie riche et pleine, sans dépendre de la validation ou de la présence de quelqu'un d'autre, tu deviens rare. Non pas par calcul, mais parce que tu es vraiment occupé à vivre. Et c'est précisément cela qui fait comprendre à l'autre à quel point tu es précieux et à quel point il risque de tout perdre s'il ne revient pas vers toi avec plus de conscience, plus d'appréciation, plus d'investissement émotionnel. Le contrôle sans manipulation. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de manipuler les autres, mais dans le fait de se gouverner soi-même. C'est l'une des leçons les plus profondes du stoïcisme, et elle change radicalement notre manière de vivre les relations. Souvent, quand on sent qu'on est en train de perdre quelqu'un, on utilise des tactiques pour tenter de reprendre le contrôle, promesses, jalousie, chantage émotionnel. Mais les stoïciens diraient qu'en faisant cela, on perd le contrôle 2 fois, une première fois de soi-même et une seconde fois de la relation. Le contrôle stoïcien commence par une distinction fondamentale. Tu ne peux pas contrôler les sentiments de l'autre,
mais tu peux contrôler les tiens. Tu ne peux pas contrôler ses choix, mais tu peux choisir les tiens. Tu ne peux pas contrôler la valeur qu'il voit en toi, mais tu peux décider de la valeur que tu te donnes à toi-même. Ce changement de perspective te replace au centre de ton pouvoir personnel. Au lieu de chercher désespérément à provoquer certaines réactions, tu définis simplement tes propres limites et tu laisses l'autre choisir s'il peut y répondre ou non. Pas d'ultimatum, pas de menace, pas de jeu. Juste de la clarté. Et cette clarté est 1000 fois plus puissante que la manipulation. Car si manipuler peut fonctionner à court terme, cela crée des dégâts sur le long terme. Ressentiment, perte de confiance, insécurité. À l'inverse, le contrôle stoïcien engendre respect, admiration et un sentiment de liberté pour chacun. Les stoïciens savaient que la persuasion la plus puissante ne vient pas des mots, mais de l'exemple. Quand tu montres par tes actes que tu es capable d'être heureux et épanoui avec ou sans lui, tu envoies un message qu'aucun discours ne pourrait égaler. Ce calme, cette maîtrise de soi, cette force intérieure sont profondément attirants. Et surtout, ce type de comportement crée un espace où l'autre peut changer de lui-même, par choix libre et non sous pression. Et c'est là toute la différence, car les changements obtenus par la manipulation sont éphémères, tandis que ceux qui naissent d'un choix personnel durent vraiment. D'un côté, certaines relations sont superficielles et éphémères, mais d'un autre, certaines ont des racines profondes et tendent à être durables. Et c'est précisément quand tu arrêtes d'essayer de contrôler les actions de l'autre pour te concentrer uniquement sur ce que tu peux contrôler, tes propres réactions, tes choix, tes limites, qu'un phénomène étonnant se produit. Tu deviens beaucoup plus puissant. Ton comportement cesse d'être réactif, déterminé par ses décisions. Tu agis depuis ton propre centre, en accord avec ton intégrité et tes valeurs, et cela transmet une force intérieure qui, naturellement, attire. Ce positionnement te protège aussi émotionnellement, car lorsque ton bonheur dépend de faire en sorte qu'il ou elle agisse d'une certaine manière, tu restes vulnérable à la déception. En revanche, lorsque ton attention est tournée vers tes propres actes, sur ce que tu peux contrôler entièrement, tu crées une stabilité émotionnelle que rien ne peut ébranler. Le contrôle sans manipulation, c'est aussi ne jamais avoir à feindre des émotions que tu ne ressens pas, ni à cacher celles que tu ressens vraiment. Cette authenticité est profondément rafraîchissante dans un monde où tant de relations se construisent sur de petites illusions, des demi-vérités et des sentiments refoulés. Lorsque tu es vrai, sans être impulsif ni agressif, tu crées un espace dans lequel la vérité peut éclore. Les stoïciens comprenaient également le pouvoir de transformer les obstacles en opportunités. Quand l'autre s'éloigne, au lieu de paniquer ou de recourir à des tactiques désespérées, tu peux utiliser cette distance pour renforcer ton propre centre. Ce qui pourrait être une crise devient alors un tremplin pour ton développement personnel. Et paradoxalement, cela augmente tes chances qu'il ou elle revienne. Cette maîtrise intérieure transforme aussi la manière dont tu communiques tes besoins. Plutôt que d'accuser avec des phrases comme « tu ne me donnes jamais d'attention », tu exprimes calmement tes désirs. J'accorde de la valeur aux moments de qualité passés ensemble. Tu ne cherches pas à manipuler, mais à partager ce qui compte pour toi, laissant à l'autre la liberté de choisir sa réponse. La vérité, contrairement à la manipulation, a une force magnétique inimitable. C'est l'un des grands enseignements du stoïcisme. L'honnêteté, même inconfortable à court terme, est le chemin le plus direct vers des relations profondes et durables. Et curieusement, c'est aussi le moyen le plus efficace de faire revenir quelqu'un après un éloignement. Trop souvent, quand on sent qu'on perd quelqu'un, on se met à tricher avec la vérité. On fait semblant d'être plus occupé qu'on ne l'est. On invente des histoires pour provoquer la jalousie. On exagère nos sentiments pour susciter la culpabilité. Les stoïciens diraient que c'est comme commencer un voyage avec une carte délibérément fausse. Tu peux faire quelques pas, mais tu finiras toujours par te perdre. Tout commence par une honnêteté radicale envers toi-même. Reconnais tes émotions réelles, même celles qui te mettent mal à l'aise. Admets quand tu agis par peur, par insécurité ou par attachement excessif. Les stoïciens croyaient
que la connaissance de soi était la base de toute sagesse, y compris dans les relations. Cette vérité intérieure crée une clarté que les autres perçoivent, même si tu ne la verbalises pas. Quand tu ne te mens plus à toi-même, il devient plus difficile pour les autres de te mentir aussi. Tu développes un instinct pour détecter la sincérité. Tu vois plus clairement quand l'autre est authentique et quand il dit seulement ce qu'il pense que tu veux entendre. Dire la vérité, c'est aussi avoir le courage d'exprimer une vulnérabilité authentique. Pas une vulnérabilité manipulatrice qui cherche à provoquer la pitié ou la culpabilité, mais une vulnérabilité réelle qui dit « Voilà ce que je ressens, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce que j'espère de cette relation ». Ce courage de la vérité crée une connexion émotionnelle qu'aucune stratégie ne peut égaler. Les stoïciens savaient que la vérité nous libère du fardeau de faire semblant. Quand tu n'essayes plus d'avoir l'air trop occupé, trop heureux ou trop détaché, quand tu es simplement toi, authentique, tu libères une immense énergie émotionnelle. Et cette énergie te rend plus présent, plus vivant, plus attirant. La vérité se manifeste aussi dans la façon dont tu formules tes attentes. Tu ne dis plus « ça va » quand ce n'est pas vrai. Tu ne te contentes plus de miettes d'attention quand tu veux une présence réelle. Tu ne fais plus semblant d'être satisfait d'une relation tiède si ce que tu cherches, c'est une passion authentique. Tu dis la vérité, non comme une menace, mais comme une expression de qui tu es et de ce que tu cherches. La vérité te permet aussi de faire quelque chose de rare et de puissant. Pardonner complètement ou mettre un terme définitif. Quand tu n'es plus enfermé dans des demi-vérités ou des manipulations subtiles, tu peux vraiment pardonner, sans rancune. Ou tu peux mettre fin à la relation, sans laisser de portes entr'ouvertes qui piègent chacun dans un entre-deux douloureux. Ces deux chemins sont libérateurs. Cette clarté t'aide à reconnaître si l'autre revient pour de bonnes raisons, ou simplement par peur de la solitude. Tu apprends à distinguer un retour sincère, fondé sur une vraie appréciation de qui tu es, d'une réaction passagère face à une perte. Et c'est cette distinction qui t'indique s'il est sage de réinvestir émotionnellement. Car lorsque le retour se fait sur des bases honnêtes, il ne reste pas de rancune ni de doute empoisonné. Il ne reste que deux êtres humains, conscients, clairs, qui choisissent librement de reconstruire quelque chose de vrai. Enfin, les stoïciens enseignaient que la vérité nous aide à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Si l'autre ne revient pas, ou revient sans avoir changé, la vérité te permet d'accepter cette réalité, sans amertume, sans illusion. Tu sais que tu as fait ce que tu pouvais, de la manière la plus authentique possible, et même si ce n'est pas le résultat que tu espérais, c'est celui qui devait arriver. Parce qu'au fond, la vérité n'est pas seulement un aimant qui attire l'autre, c'est aussi ce qui crée une relation digne d'être vécue, une relation forte, vraie, stable. Une relation qui, lorsqu'elle revient, revient pour durer. Et c'est précisément là que réside le pouvoir du stoïcisme, créer l'espace nécessaire pour que le retour ne soit pas seulement possible, mais inévitable. Non pas grâce à des jeux ou des manipulations, mais parce que tu auras éveillé en lui quelque chose de plus fort que le désir, le respect. Il existe certaines lois de la nature humaine qui fonctionnent avec la même constance que la loi de la gravité. Le retrait conscient crée un vide émotionnel qui exige presque d'être comblé. La nature humaine abhorre le vide, surtout lorsque ce vide était auparavant occupé par quelque chose de précieux. Lorsque tu t'éloignes de sa vie, non pas avec du drame ou du ressentiment, mais avec dignité et maîtrise de soi, tu crées une absence qui devient de plus en plus dérangeante et perceptible chaque jour. Imagine une chanson qui joue en fond sonore constamment. Avec le temps, on ne la remarque plus. Mais lorsqu'elle s'arrête brusquement, le silence devient assourdissant. C'est exactement ce que provoque ton absence. Plus tu étais présent auparavant, plus ton absence deviendra perturbante. Et c'est précisément cette perturbation qui déclenche un processus de réévaluation intérieure chez lui. Les stoïciens avaient compris que notre cerveau est en quête constante d'équilibre. Quand quelque chose qui faisait partie de notre quotidien disparaît, cela crée un déséquilibre cognitif que notre esprit cherche désespérément à rétablir. Dans son cas, ce déséquilibre se manifeste par des pensées récurrentes à ton sujet, des souvenirs qui ressurgissent aux moments les plus inattendus,
des comparaisons constantes entre toi et les autres. Ce retour est aussi accéléré par ce que les psychologues appellent l'effet Zeigarnik. Notre tendance à penser davantage à ce qui est resté en suspens qu'à ce qui est résolu. Lorsque tu t'éloignes sans explication dramatique, sans véritable clôture, tu laisses derrière toi une sensation d'inachevé. Cela occupera son esprit bien plus qu'une dernière dispute ou une rupture définitive. Un autre facteur qui rend ce retour presque inévitable, c'est le contraste qu'il va expérimenter. Il va naturellement essayer de combler le vide par d'autres interactions. Mais ces nouvelles personnes, au lieu de te remplacer, mettront en évidence par contraste ce qui rendait ta connexion unique. Chaque personne qu'il rencontrera soulignera, sans qu'il s'en rende compte, ce que toi seul apportais. Le temps joue également en ta faveur. Au fil des jours et des semaines, notre mémoire tend naturellement à filtrer les aspects négatifs et à préserver les souvenirs positifs, surtout quand il s'agit de quelqu'un que l'on a vraiment apprécié. Ainsi, l'image mentale qu'il a de toi devient de plus en plus idéalisée. Les petits conflits ou irritations du quotidien s'effacent. Et lorsqu'il reviendra, car si tu as appliqué ces principes, ce retour devient presque mathématiquement certain, tu remarqueras quelque chose d'important. Il reviendra changé. Ce ne sera pas simplement la continuation du schéma précédent. Ton absence aura déclenché une réévaluation complète. Et cette réévaluation transforme fondamentalement sa perception de la relation, de toi et de son propre comportement passé. Ce retour aura une saveur bien différente de toute réconciliation basée sur des promesses verbales ou de belles excuses. Il ne revient pas parce qu'il a promis de changer. Il revient parce qu'il a changé. Ton absence ne lui a pas seulement manqué, elle l'a forcé à se regarder en face, à remarquer des schémas qu'il ne voyait pas auparavant. Les stoïciens savaient que les plus grandes transformations ne viennent pas d'instruction, mais d'expérience. Aucune conversation, aussi profonde soit-elle, ne provoque le même changement que l'expérience directe de ton absence. Il faut ressentir, pas seulement comprendre intellectuellement, ce que signifie ne plus t'avoir dans sa vie. Et quand il reviendra, tu remarqueras aussi un autre changement fondamental. La dynamique de pouvoir dans la relation se sera inversée. Si auparavant tu étais celui ou celle qui attendait, qui espérait, qui acceptait moins que ce que tu mérites, maintenant, c'est lui qui se retrouve dans cette position. C'est lui qui devra reconquérir, prouver sa valeur, montrer qu'il a compris la leçon que ton absence lui a enseignée. Mais attention, cette nouvelle dynamique ne doit pas être utilisée comme un jeu de revanche. Les stoïciens rejetteraient totalement toute motivation fondée sur le ressentiment ou la vengeance. Il s'agit simplement d'un rééquilibrage naturel qui se produit lorsque tu te reconnectes à ta propre valeur et que tu permets à l'autre de la reconnaître pleinement. C'est une correction saine, nécessaire, qui peut poser les fondations d'une relation beaucoup plus équilibrée. La manière dont tu accueilles ce retour est aussi cruciale. Si tu montres trop d'enthousiasme ou de soulagement, tu risques, sans t'en rendre compte, de retomber dans l'ancienne dynamique. Les stoïciens recommandent une attitude calme, sereine, ni froide ni exaltée. Montre que tu es ouvert à la reconnexion, mais que tu n'en as pas besoin pour être heureux. N'oublie jamais, le véritable objectif n'est pas de le récupérer, mais de construire une relation qui honore qui tu es, qui respecte tes besoins légitimes et qui vous permettra à tous les deux de grandir ensemble. Et si ce retour ne s'accompagne pas d'une nouvelle appréciation, d'un respect renouvelé, d'une réelle volonté de bâtir quelque chose d'équilibré, alors peut-être que le véritable cadeau n'est pas son retour, mais ta propre libération. Les stoïciens nous rappellent que le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi, dans la sagesse et la dignité. En suivant ces principes, tu garantis une issue positive quelle qu'elle soit une relation profondément transformée, soit la liberté de créer une vie encore plus riche sans lui. Dans tous les cas, tu en sortiras grandi, renforcé et reconnecté à ta vraie valeur. Et ça, c'est plus précieux que n'importe quelle relation. Lorsqu'on a créé de l'espace et que le retour se produit, quelque chose d'extraordinaire peut arriver. Ce n'est pas simplement la reprise de ce qui existait avant, mais une véritable renaissance du désir. Ce n'est plus ce sentiment tiède
qui caractérisait peut-être les derniers instants de la relation. C'est quelque chose de complètement nouveau, intense, presque primitif dans sa force. Les stoïciens l'avaient déjà compris. Le désir le plus puissant n'est pas celui qui n'a jamais été comblé, mais celui qui l'a été, puis perdu. Cette redécouverte du désir trouve ses racines dans la psychologie humaine. Lorsqu'une chose est constamment disponible, notre cerveau s'y habitue. Il s'adapte à sa présence et réduit peu à peu la réponse émotionnelle qu'elle provoque. Les scientifiques appellent cela l'adaptation hédonique. C'est cette tendance que nous avons à nous habituer rapidement aux nouvelles sources de plaisir ou de satisfaction. C'est pourquoi l'excitation d'une voiture neuve, d'une nouvelle maison ou même d'une relation toute fraîche finit toujours par s'atténuer. Mais quand quelque chose de précieux est perdu, puis retrouvé, il se produit exactement l'inverse. Notre cerveau, ayant goûté à l'absence, réagit à cette présence retrouvée avec une intensité renouvelée. Chaque conversation devient plus profonde. Chaque contact physique est chargé d'électricité. Chaque moment partagé est imprégné d'une conscience aiguë de ce qui aurait pu être perdu à jamais. Les stoïciens comprenaient que cette intensité renouvelée n'a rien d'un hasard. C'est une réponse naturelle à une période de privation. Comme l'écrivait Séka, on ne connaît jamais la valeur de l'eau jusqu'à ce que le puits soit à sec. Son éloignement a asséché le puits de sa présence. Et maintenant, chaque goutte retrouvée est savourée avec une gratitude totalement nouvelle. Mais ce renouveau du désir ne vient pas seul. Il s'accompagne aussi de quelque chose d'encore plus précieux, une conscience nouvelle. Il ne t'aime pas seulement davantage. Il comprend aussi beaucoup mieux pourquoi il t'aime. Ton absence l'a obligé à réfléchir, à affronter des questions inconfortables. Pourquoi est-ce qu'elle me manque autant? Qu'apportait-elle à ma vie que personne d'autre n'apporte? Pourquoi ai-je compris trop tard la valeur de ce que nous avions? Cette réflexion forcée transforme le désir. Il ne s'agit plus d'un simple instinct, mais d'une envie consciente, intentionnelle. Désormais, il te désire non pas par habitude ou convenance, mais parce qu'il a fait un choix délibéré. Il a compris, par l'expérience directe de la perte, exactement ce que tu représentes. Ce renouveau du désir apporte aussi une vulnérabilité nouvelle. Avant, peut-être se sentait-il en sécurité à tes côtés, convaincu que tu serais toujours là, quoi qu'il fasse. Maintenant, après avoir vécu ton absence, il est conscient de la possibilité réelle de te perdre. Et cette prise de conscience engendre une peur saine, celle de ne pas assez valoriser ce que l'on a et de le perdre à nouveau. Cette vulnérabilité est particulièrement puissante chez les hommes autrefois distants ou réticents à l'engagement. L'expérience concrète de l'absence fait tomber les barrières qu'ils avaient érigées contre l'intimité émotionnelle. Soudain, le risque de se livrer pleinement paraît bien moindre que le risque de te perdre à nouveau. Et ce changement de perspective peut transformer un homme émotionnellement fermé en quelqu'un d'ouvert, d'expressif. Le renouveau du désir balaie aussi la complaisance, celle-là même qui rongeait peut-être votre relation. Cette tendance à prendre l'autre pour acquis, à ne plus voir activement la valeur de ce que l'on possède. Ton absence l'a obligé à tout réévaluer. Il ne peut plus revenir avec les mêmes lunettes qu'avant. Chaque qualité qu'il négligeait brille désormais avec une clarté nouvelle. Les stoïciens avaient compris que le contraste intensifiait toutes les émotions. La joie semble plus intense après la tristesse, le chaud est plus agréable après le froid, et le désir explose après une période de privation. Quand il ne revient pas seulement avec le même désir. Il revient avec un désir amplifié par le contraste de ton absence. Et ce renouveau s'accompagne peut-être d'un sentiment qui n'existait pas avant. La gratitude. Pas une gratitude superficielle, faite de mots vides, mais une gratitude authentique, née de l'expérience de presque t'avoir perdu. Elle se manifeste dans les détails, une attention nouvelle, une présence émotionnelle sincère, une écoute qu'il n'avait jamais montrée. Mais attention, ce renouveau du désir ne doit pas être une simple phase. Il peut durer, à condition que tu continues à appliquer les principes qui l'ont fait revenir. Te valoriser, poser tes limites, vivre une vie pleine, indépendante de lui.
Ces pratiques garantissent que ce désir renaissant ne s'éteindra pas avec le temps. Au contraire, il évoluera vers quelque chose de plus profond, un amour conscient, basé non seulement sur la chimie ou les habitudes, mais sur un choix réfléchi et une véritable reconnaissance de ta valeur. Car au fond, cette renaissance du désir ne signifie pas seulement qu'il t'aime plus. Cela signifie surtout qu'il t'aime mieux. Un amour qui vient avec respect, lucidité et la volonté de construire quelque chose qui honore qui tu es. Un amour qui reconnaît ta valeur et le prouve. Non pas par de grandes promesses, mais par des actes quotidiens, durables et équilibrés. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en toi, ne laisse pas cette étincelle s'éteindre. Abonne-toi maintenant à la chaîne, active la cloche et continue de recevoir des contenus qui ne font pas que parler, mais transforment. Chaque abonnement me pousse à continuer à transmettre ces vérités que beaucoup pressentent, mais que peu osent enseigner. Rejoins cette communauté qui apprend à vivre ses relations avec plus de vérité, de puissance et d'équilibre. Ton toi du futur te remerciera pour cette décision. Prends soin de toi et à très bientôt.